Alors donc, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Virginie Lloyd. Bonjour Alice. Je suis vraiment ravie, enchantée de te recevoir dans ce petit rendez-vous mensuel que j'ai avec des auteurs, à chaque fois pour mon plus grand bonheur. Et je voudrais te présenter en quelques mots. Alors voilà, je veux dire de toi que tu es, ne rougis pas, mais je trouve que tu es une personnalité vraiment chaleureuse, drôle aussi et très généreuse, et que tes romans sont à ton image. Donc, je te remercie parce que j'ai passé vraiment des très bons moments en ta compagnie, en lisant tes romans. C'est vraiment du feel good comme je les aime. Donc, pour l'instant, tu as écrit 2 romans. On va avoir tranquillement le temps d'en parler. On va parler plus particulièrement du dernier, mais un petit peu du premier aussi. Alors, je vais juste citer rapidement les titres. Le premier, quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre. On sent déjà la dérision et l'humour dans le titre. Alors, c'est plus un... Oh, il y a aussi du feel good là-dedans, mais c'est... Je saurais pas le décrire. C'est pas un polar non plus, malgré le titre qui t'a tué. Euh, Certains parlent de thriller humoristique et d'autres de feel good noir, donc je trouve ça amusant de mélanger les oui. genres. Ah ben très bien. Je trouve que c'est du feel good noir. Voilà, exactement. Ou feel good à l'humour noir, parce que c'est pas Oui, noir. C'est pas noir. oui, oui. Le roman lui-même n'est pas noir. Voilà. Et puis le deuxième s'appelle Cher bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire. Dépêche-toi de répondre. C'est déjà le titre est déjà un roman. Oui, oui, c'est un titre à rallonge en effet. Oui. Donc, tu as Oui. écrit aussi des nouvelles Oui. ou plusieurs nouvelles dans un recueil ou plusieurs recueils? Non, alors j'ai écrit des nouvelles qui sont disponibles sur mon blog. Donc de temps en temps j'écris et je les mets, les lecteurs les lisent s'ils le souhaitent. Soit c'est comme ça parce que j'en ai envie, ou soit parce que je participe à des concours d'écriture. Ça me D'accord. booste beaucoup le concours d'écriture. Il y a une deadline, un sujet, et hop, tu as 2 jours ou 3 jours pour écrire et ça me plaît beaucoup. Et ensuite j'ai participé à la sortie d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Tu souriras au soleil, qui est un recueil au profit de l'association des enfants de feu. Et là je n'ai écrit qu'une seule nouvelle. Nous D'accord. sommes 15 auteurs. D'accord, Voilà. ok. Bon, je mettrai tous ces liens dans Oui. l'article, comme ça les gens pourront trouver et ton blog et également le recueil. Voilà, super. Ok. Voilà. Alors donc, eh bien, on va commencer. Alors, vas-y. Alors, parle-nous du premier, un petit pitch. Qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre, et de cette extraordinaire Lily Brooks. Alors, oui, Lily Brooks, c'est une nénette qui habite à Toulouse et qui est rédactrice de mode d'emploi. Elle fait des notices de Doliprane, de pièces automobiles. Enfin, elle a une petite vie un peu codée, un peu stricte, mais qu'elle aime. Et puis un jour, par hasard, lors d'une conférence, elle va découvrir le développement personnel. Alors, c'est pas qu'elle cherche à être heureuse, parce que sa petite vie has-been, elle l'aime, mais c'est que le gars sur l'estrade, pendant le congrès, elle se dit, toi, tu me plais, toi, tu as une méthode. Et c'est ça qui l'intéresse, c'est la notice, c'est la méthode du bonheur. Donc, elle va acheter plein de bouquins sur le bonheur, et elle va se dire, il faut absolument que je sois heureuse. Sauf que quand on s'acharne sur le bonheur, ben, rien ne se passe comme prévu. Est-ce que Lily va survivre aux effets secondaires de sa nouvelle vie, de ce bonheur qui, criminel ou pas, justifié ou pas, est un petit peu comme un poison. Et est-ce que son entourage va la descendre ou va l'élever vers cette quête du bonheur? Donc c'est à découvrir dans le roman. Ah oui, c'est Voilà. extraordinaire. Alors, je tiens à dire qu'il y a une petite entorse à la morale traditionnelle, parce que je dis ça pour rajouter un peu de piquant aussi, pour que les gens comprennent bien que, Oui, voilà, ça va pas être quelque chose de tout tracé hein, vers le bonheur. non, Voilà. non, Ah, non, non. Non, c'est, c'était justement. J'ai pratiqué le développement personnel, ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a vite gonflé. En fait, le bonheur était devenu, parce que c'était une obsession, était devenu un gros mot finalement. Et je trouve que ces méthodes salissent ce qu'est le bonheur. Donc je voulais faire un personnage qui, en voulant être meilleur, devient pire. Et c'est étonnant parce que quand on cherche le bonheur, normalement, on devient meilleur. Donc voilà, c'était ça. C'était un petit peu ce côté laissons le bonheur tranquille, vive la mélancolie de temps en temps. oui, Voilà. oui, oui. Je sais plus qui a dit si on arrêtait un peu de parler de bonheur et si on simplement on était heureux. Voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Et je crois que Lily,
qui est dans son monde très strict des notices, de sa routine, Lily va exploser finalement. La vraie Lily va exploser. Et puis le bonheur, c'est le bonheur individuel, mais est-ce que c'est aussi le bonheur des autres que l'on souhaite? Est-ce qu'on a le droit de souhaiter le bonheur des autres coûte que coûte? C'est un petit peu ce que Lily, par bienveillance, va faire. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'est de dire comment est-ce qu'on peut se mêler du bonheur des autres. Voilà. Et surtout avec une notice. Mais oui, voilà. Et on peut se gourer en plus, hein, parce que voilà. Donc, exactement. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, donc, on va passer maintenant au bonheur, puisque ton deuxième titre, c'est Cher bonheur. Alors là, cette fois, tu lui tords pas le cou, mais tu t'adresses à lui directement. J'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre. Alors là, voilà, je vais te laisser en parler. Alors, je veux juste te dire que on a les prénoms des personnages, Augustin et Victor. Alors, vas-y, allez. Alors, c'est l'histoire de Victor qui sort de prison. Et il arrive au 7 rue Lamartine à Toulouse et il s'installe au rez-de-chaussée. Et il veut qu'une chose, c'est qu'on lui foute la paix, lui et son jardin potager. Et au premier étage vit Augustin. Il a 12 ans, c'est un petit garçon un petit peu différent. Il est autiste Asperger et surtout, il est adolescent. Et lui aussi, il veut qu'on lui foute la paix. Sauf que tous les deux ont une vieille habitude, c'est qu'ils squattent le hall de l'immeuble. Alors, Victor, il est ancien dealer, c'est une petite habitude de dealer. Et Augustin, il squatte le hall parce qu'il a besoin de ce sas de décompression avant d'entrer dans le monde, c'est-à-dire de passer la porte. Et tous les deux vont donc se retrouver souvent dans ce hall. Et il va se créer une histoire d'amitié tout à fait particulière. Comment est-ce qu'un ancien taulard qui a vécu dans les cités, qui fait 1m90 passé, va tomber en amitié avec ce petit garçon qui est un peu introverti. Et dans cette amitié, qui est le plus tendre, le plus romantique, le plus poétique, le plus dur? C'est pas forcément celui qu'on croit. Et finalement, l'idée, c'était de prendre deux quêtes de liberté individuelle, de les rejoindre et d'en faire une histoire d'amitié qui sort de l'ordinaire. Moi, c'est ça qui me plaisait. Et ce qui me plaît, c'est que de m'intéresser à la différence. Parce que soit Augustin est autiste Asperger, il est différent. Victor est aussi différent. Il sort de prison, il cherche sa liberté, parce que vis-à-vis de la société, est-il libre? Et il est différent aussi. On a tous cette différence et il me semble que la différence peut être la clé du bonheur. Donc c'est ce que Victor et Augustin peuvent faire découvrir au lecteur dans cette histoire. C'est très beau parce qu'effectivement, c'est la différence qui parfois vous stigmatise et vous fait désigner par les autres, etc. Et vous rend la vie difficile à vivre. C'est ça. Et l'idée, c'était pas de faire quelque chose de pathos sur la condition d'un ancien détenu qui sort et qui essaie de refaire sa vie ou d'un enfant différent. C'était de faire justement de chatouiller cette joyeuse différence, cette happy différence, comme dit Augustin, appétitude sur 20. Parce que pour moi, la différence, c'est une joie, la différence, c'est une force. Certaines fois, c'est une forme d'art, c'est de la musique, etc. Mais souvent, elle est en nous, on est tous différents, on arrive plus ou moins à l'exprimer. Alors Augustin, on lui a dit que sa différence, ça s'appelait l'autisme, et puis on a mis un mot dessus. Mais finalement, est-ce que c'est ça? Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée parce que c'est tiré de mon quotidien, puisque mon fiston est un petit garçon différent. Et au mois de mars dernier, donc en 2019, il m'a dit ça te dirait, maman, d'écrire un bouquin sur les autistes normaux? Et j'ai trouvé ça tellement beau. Parce que, en gros, il voulait dire pas les autistes qui ont le syndrome du génie, qui écrivent une symphonie à 6 ans, enfin voilà. Oui. Il me dit, moi, je suis un autiste, un ado option Asperger. Donc voilà, c'était touchant. Et donc, du coup, on a repris toutes ces anecdotes de sa vie et on les a mis dans un roman. Il n'y a que la rencontre avec Victor qui est romancée. Alors, tu as tout à fait devancé la question. Pardon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Au contraire, ça veut dire que elle arrivait là tout à fait naturellement, donc sur l'autobiographie. Et en fait, alors, est-ce que tu as écrit non, bien entendu pas écrit, mais je veux dire, il t'a aidé donc pour rechercher les anecdotes, Alors en fait, c'est depuis qu'il est tout petit, j'écris sur des agendas tout ce qui me sort.
de bien, de beau, de poétique, de triste. Donc, il a 12 ans, donc ça en faisait du bagage. Et donc, j'ai repris ces agendas et je me suis dit, tiens, ça c'est bien, ça c'est touchant. Bon, c'était quand même un travail d'auteur, mais en même temps un travail de maman, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça sympa de lui dire, tu seras le héros de mon livre. Oui. Et voilà. Mais ce n'est pas le principe du livre, c'est pas de dire c'est le témoignage d'une maman, d'enfant. Non, toute façon. Pas. C'est romancé, c'est drôle. J'aurais pu parler de mon chat. Oui. Voilà. Non, mais ça, donc, je tiens à le préciser, que c'est vraiment, on est dans un roman, dans un pur roman. Alors, voilà. Effectivement, tu as puisé, je dirais même que, en fait, ce que tu es en train de me raconter, moi, j'ai l'impression du travail que j'ai fait en archive pour mon roman historique. C'est-à-dire, quand tu as replongé dans ton agenda, c'est du travail d'archive que tu as fait. Mais ce qui est extraordinaire, justement, il faut le dire, c'est le détachement que tu as réussi à avoir avec parce qu'on se dit, en lisant le roman, bien entendu qu'on se pose la question de l'autobiographie, parce qu'on se dit c'est pas possible d'avoir des détails aussi, tu vois, comment elle a trouvé ça, alors où elle a une amie qui, voilà, est quelqu'un de proche, ou c'est à elle que c'est arrivé, enfin je veux dire c'est son enfant, mais pourquoi on est tellement étonné? Parce qu'il y a cette séparation, il y a ce détachement, il y a ce recul, tu as réussi à le prendre et c'est ce qui est difficile. Tu aurais fait quelque chose de purement autobiographique, ça aurait donné autre chose, un documentaire, un essai, enfin je veux dire, puis ça aurait été ennuyeux pour moi parce que j'ai pas envie. Je trouve que le bonheur de ce métier d'écrivain, c'est de pouvoir justement se mettre dans la peau d'un narrateur et de créer une histoire avec des éléments qui nous concernent, qui sont purement imaginaires, et je trouve ça vraiment chouette. Donc oui, et puis le but c'était vraiment de raconter une tranche de vie entre Victor et Augustin. Oui, c'est eux les personnages. Alors Victor, est-ce que tu le connais en vrai dans la vie? Maintenant, je me pose la question. Victor, je le connais par recherche, c'est-à-dire qu'il existe. Il faut savoir que dans les prisons, il y a des ateliers de jardinage qui aident justement à se ressourcer pour ces détenus qui ont vécu des choses difficiles et qui ont provoqué aussi des choses difficiles. Et moi, je trouvais que le retour à la terre, quand on est complètement déshumanisé et qu'on arrive dans cette société comme ça, boum, on sort de prison, on arrive direct. Mais je trouvais que ce retour à la terre, c'était très important. Et Victor est un personnage qui n'est pas forcément la brute épaisse qui sort de prison. Je pense que la prison travaille les hommes et l'homme n'est pas fait pour être enfermé. Donc ça le transforme forcément. Et Victor il faut lire le livre pour comprendre sa particularité. Mais ce retour à la terre est important pour ce personnage. Oui. Donc il existe. Je me suis documentée. Il n'est pas toulousain. Il n'a pas rencontré le vrai Augustin, mais c'est un chouette personnage. J'aime bien Victor. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de toi finalement dans Émilie, dans la maman, ou l'inverse, ou qu'est-ce qu'il y a d'Émilie en toi? Je dirais peut-être le regard qu'on porte sur Augustin. Quand on parle d'un enfant différent ou d'une personne différente, c'est toujours son avis qu'on pose. Et je trouve que c'est étrange en fait. On laisse très peu la parole à l'enfant. Et quand on a un enfant un peu différent, sa parole, elle est souvent intérieure. Et la maman donc d'Augustin est une maman qui travaille beaucoup, qui travaille en plus, elle est infirmière, elle est urgentiste. Donc je trouvais ça intéressant parce que la vie avec un enfant différent ou un compagnon différent, ou peu importe, c'est de l'urgence. Oui. C'est d'urgence au quotidien. Oui. Donc je trouvais ça intéressant. Moi, je ne suis pas du tout urgentiste, donc j'aimais me détacher de ce personnage aussi. Et puis je pense qu'elle représente toutes les mamans, parce que Augustin, il a un syndrome autistique, c'est un mot qu'on a mis comme ça sur sa particularité, mais il pourrait être juste en crise d'adolescence. Il pourrait être introverti, extraverti, avec une grande envie de voyage. Et on est là, nous, en tant que maman, en se disant oh là là, mince, ça crée un problème, on s'inquiète ou on se dispute, etc. Je pense qu'Émilie, c'est une maman inquiète et qui aime son fiston et qui aimerait qu'il se confie un peu plus à sa maman. Voilà. Et c'est juste ça. Je trouve que j'ai pas voulu rentrer dans le roman plus que ça. Peut-être que c'est ça qui m'a permis un certain détachement. Oui, d'inventer un personnage de maman qui n'était pas toi en fait, qui n'était pas dans ton métier à toi, qui était très différent. Exactement. Oui.
Il n'y a pas plus ennuyeux que parler de soi, je trouve, dans un roman. Donc, il faut créer des personnages. Oui. Bah, c'est à ça que sert la fiction, hein, pouvoir Exactement. se détacher, justement. Ah ouais. Alors, donc, on arrive au moment, moi, que j'adore, où je vais lire un extrait de ton roman. Ah. Alors, je veux juste préciser qu'on est donc dans le hall. Et Augustin, donc il rencontre de temps en temps Victor, mais il rencontre aussi une dame qui s'appelle Mireille, qui vient nettoyer le hall régulièrement, qui est une dame très très riche, je dirais, intérieurement, enfin voilà, très généreuse aussi, un peu à ton image aussi. Il doit y avoir un peu de toi dans Mireille aussi, et qui lui apporte tout le temps des framboises. Voilà, hein, je dis juste ça. C'est ça. Alors, les filles naissent dans les roses, les garçons dans les choux. Augustin et les framboises dans les ronces. Augustin a lu dans un livre que ces fruits ne venaient pas d'une graine, mais d'un drageon, un rejet qui prend naissance sur une racine. Lui aussi a les racines profondes. Tellement profondes qu'il a parfois du mal à savoir d'où il vient. Sous les ronces se cache peut-être un royaume où les rejetons ne seraient plus drageons, mais dragons. Un royaume où le monde serait inversé, où les racines joueraient avec les étoiles et où on dormirait sur les nuages. Mireille, tu savais que la Voie lactée avait le goût de la framboise? C'est prouvé scientifiquement, comme pour les crèmes anti-rides. Un jour, dans un laboratoire de Bonn en Allemagne, un scientifique, au nom que j'arrive pas à prononcer, a étudié la composition moléculaire d'un nuage de poussière. Mais pas n'importe lequel, celui de la Voie lactée. Il a trouvé le formiate, dit-il, une molécule qui se retrouve aussi dans la framboise. Tu veux dire que le ciel a un goût sucré? Oui, et même que les étoiles se lèchent les branches après le goûter. Dis donc, ça doit péguer de partout dans l'espace. Ben oui. Mireille frotte le sol avec son balai. C'est son job. Ses lèvres sont roses comme les framboises, mais son corps est sec, comme une vieille branche. 28 ans à nettoyer la crasse des autres. 28 ans à racler dans son cœur pour décaper ce qui reste de ses rêves. Elle voulait être secrétaire, taper à la machine, faire du café, classer le courrier et répondre au téléphone. Elle espérait porter un tailleur rose framboise et vernir ses ongles de paillettes dorées. Mais la vie et la cité ont encerclé ses rêves de princesse. Du haut de son donjon toulousain, elle observe la vie des autres et frotte avec ses gants rose bonbon. Augustin observe les microscopiques poils des framboises alignés dans leurs barquettes. Elles sont comme la soie qui chatouille, le parfum qui enivre, le fruit qui régale. Augustin regarde les gants en caoutchouc de Mireille. Quand tu caresses tes enfants, je suis certain que tes mains sont douces comme les nuages. Voilà, on arrête là. Très jolie scène, très jolie séquence. Voilà, je suis contente parce qu'on voit quand même aussi un bel extrait de ton écriture, de ta poésie, de la poésie qu'on peut trouver dans ton écriture, et puis aussi du foisonnement. Foisonnement à la fois dans les mots, dans le vocabulaire, dans les phrases, dans ta façon d'écrire, mais aussi dans le fond, c'est-à-dire dans l'intérieur des personnages. Voilà, ça ressort à travers ce que tu écris, et voilà, il faut le dire quand même. Ouais, déjà, c'est très étrange parce que c'est la première fois que j'entends mon texte. On n'avait jamais lu mon texte, donc je suis un peu émue. En plus, tu lis, mais alors, d'une façon remarquable. Ta voix est absolument ce que je voulais faire ressentir. Oh, c'est génial de me dire ça, c'est très gentil. L'intonation quand tu parles de la Voie lactée, cette noirceur quand on parle de Mireille et de ses rêves évanouis, je trouve que c'est très bien compté et je te remercie et je suis très émue parce que quand on écrit, on lit pas vraiment, on écrit. Même si on relit à haute voix, après, c'est juste un travail de relecture pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche. Mais là je suis très, très émue. Et franchement, tu lis remarquablement bien. On sent très gentil. On sent ton âme d'auteur et de conteuse, quoi. On sent. Enfin, voilà. Je suis très touchée que tu sois la première à lire ce texte. Et, voilà, et moi, alors, du coup, tu m'émeus aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pendant que je lis, à chaque fois, je me dis, ah là, c'est peut-être pas comme ça qu'elle le voyait, tu vois, par rapport à l'auteur. Ou là, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le dire. Parce qu'en plus, je répète pas avant.
Je lis pas Ah, avant, hein, voilà. Enfin, j'ai lu le roman, par ailleurs, dans ma tête. Enfin, je veux dire, quand je l'ai lu. Mais l'extrait que je dois lire à chaque fois, je le répète pas parce que je veux que ça soit nature. Parfois, je balbutie. Enfin, parfois, je trébuche. Donc, j'ai toujours un peu le trac au moment de le faire. Donc, voilà. Mais c'est oui, l'urgence. c'est magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ah, ben, tant Ouais, mieux. Ben, ouais. ça me fait très plaisir. Alors, pourquoi un jour tu as décidé d'écrire, Virginie? Ah, alors, je dirais que, bah alors déjà, j'ai bossé 20 ans en tant que reporter, donc l'écriture, ça me connaît. J'écrivais pour les journaux et puis ensuite pour la télévision. Donc c'est une façon de s'exprimer. Le roman maintenant est une autre forme d'écriture. Peut-être parce que je suis l'aînée d'une grande famille italienne et qu'on peut jamais en placer une. Et du coup, quand on écrit, je sais plus qui c'est qui a dit, quand on écrit, on est tranquille, on ne coupe pas la parole. Oui. Donc je trouve ça super. Voilà. C'est aussi parce que au bout d'un certain temps, mon métier était devenu trop BFM et compagnie, et je commençais à détester ce métier qui était finalement il y avait plus d'histoire à raconter. Donc voilà. Après, pour des raisons de santé et de santé familiale aussi, il a fallu que j'arrête de bosser, et j'ai écrit une nouvelle qui a participé au Quai du Polar. J'étais contente et je me suis dit, bon, tu vas écrire, on verra bien. Et puis j'ai vite écrit Qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre. J'ai publié et puis je me suis dit, si ça marche pas, on s'en fout, personne ne le saura. Oui. Donc voilà, j'ai décidé d'être heureuse et de le faire en écrivant. C'est génial. Alors donc, est-ce que tu te souviens, alors puisque tu dis que tu avais quand même un rapport à l'écriture avant de l'écriture de Oui. romans, donc les tout premiers moments où tu as écrit, mais c'était dans l'enfance, tu te souviens de tes premiers émois d'écriture? Oui, alors moi c'est bizarre parce que moi je suis pas du genre à dire j'aimais écrire, j'aimais lire. J'ai fait des études de lettres, je lisais, Ben oui. mais j'écrivais, je faisais des lignes. C'est bizarre, hein, mais j'adorais l'écriture, le geste, la perfection de la boucle, du L, du E majuscule, là, ce E très étrange à faire. Voilà, c'est ça qui me plaisait, c'est d'écrire, mais à répétition. Oui, 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 je Voilà, comprends. je pense que j'ai dompté mon poignet. Et je lui ai dit pendant toutes ces années, tu vas écrire, mon vieux. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je retournais les étiquettes de moutarde ou du ketchup, ou peu importe, et j'écrivais en fait les compositions, ingrédients, etc. Ah ben on retrouve la rédactrice des modes d'emploi. Ouais, Oui, enfin, des ouais, notices, des... l'un de mes premiers boulots de journaliste, c'était de faire des notices voilà, rendues accessibles au grand public, des notices techniques. Alors c'était terrible parce que je faisais des notices sur des engins que j'avais jamais utilisés, jamais vus, et c'était vraiment Mais tu assez étais bizarre, ce obligée de métier. comprendre de quoi tu parlais aussi? Ah Voilà, c'est oui, ça en fait. Il fallait comprendre et le rendre accessible au plus grand le nombre. vulgariser, ah Mais oui. voilà, une notice technique, voilà. Et, euh, et donc l'écriture, c'était pas forcément quelque chose de romancé pour moi. C'était écrire, écrire. En plus, quand on écrit, on est tranquille, donc c'est bien. Et puis après, j'ai fait des études de lettres. Donc à la fac, on étudiait énormément les ouvrages. Et ça m'a tellement gonflé que j'ai plus lu pendant 11 ans. Oui, Ah, parce que en fait, dès que je lisais, j'analysais le texte. ah oui. Pourquoi l'auteur dit ça? Est-ce qu'il y a une concordance de temps? Bon, et c'était terrible. Donc, du coup, bah, j'étais fâchée avec Le la roman. lecture. Ah, dommage. Et un jour, ouais, c'est terrible. C'est Enfin, c'est triste. terrible. De toute Oui, façon, c'est ça est triste. revenu. Il est Oui, revenu au galop. Parce heureusement. qu'un jour, j'ai découvert le haïku, ce qui est ce Oui. petit poème japonais qui, j'étais transformée parce que je me suis dit, mince, en quelques mots, j'arrive à être transportée dans un univers incroyable juste avec quelques mots, parce que le poème japonais, c'est vraiment c'est 3 lignes, et il doit être dit dans une seule respiration. Et j'ai trouvé ça très beau. Et du coup, je me suis dit, waouh, t'avais oublié en fait le bonheur de lire, quoi. Et je me suis plongée dans la poésie et après dans les romans. Alors, c'est Ouais. extraordinaire parce qu'on peut dire que le haïku, c'est presque l'inverse
de ce que tu écris dans les romans. Ouais, C'est-à-dire, il y a un d'accord. tel foisonnement dans ce que tu écris, et le haïku, c'est puisqu'en en 17 vers, il faut Oui, une économie de mots, et que le mot doit vraiment porter et être évocateur d'univers, hein, en un seul mot parfois. Et alors, il faut quand même que je te dise, parce que c'est vraiment merveilleux la vie, j'ai écrit un roman qui s'appelle Brille tant que tu vis, où le personnage principal écrit des haïkus. À la oui, suite de quoi, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette oui, oui, aventure. oui, oui, Voilà, oui. tu es venu un peu sur notre groupe écrire un haïku. Non, non, je suis pas sur ce groupe, mais il faut falloir que tu me donnes l'adresse parce Alors, que. oui, alors juste, je t'explique. Donc, à la suite de ça, des gens se sont mis à m'envoyer des haïkus. Et puis, quelqu'un m'a dit, tu devrais ouvrir un groupe. Alors, j'ai ouvert un groupe qui s'appelle Écrire un haïku, pour que les gens puissent s'exprimer, écrire des haïkus. Et on a fini par éditer un recueil, tellement les gens ont écrit, ont écrit. Et c'est formidable parce que donc c'est un recueil d'auteurs collectifs, mais on va en refaire un par an. Donc, tu es le bienvenu pour Ah, c'est génial. participer. Ah, je Et, prends note. et l'argent, je t'enverrai je mettrai de nouveau le lien vers dans ton article. Les gains que nous faisons avec le recueil, vont à une association qui s'appelle Silence on lit, dont tu as peut-être entendu parler, qui est une association qui fait un travail extraordinaire pour promouvoir la lecture dans les écoles. La Ouais, lecture plaisir. La lecture ouais, plaisir. c'est ça. Voilà. Loin de Je- je- l'analyse. Hein. c'est ça. Ben voilà, je pense que on devrait tous. Les profs devraient apprendre la lecture plaisir aux enfants parce que quand la lecture c'est un plaisir. Si on la transforme, si on transforme sa nature, on transforme l'effet qu'elle aura sur les Oui, gens. oui. Et moi, je trouve fabuleux de pouvoir lire. Et j'aimerais juste préciser, j'entends beaucoup de gens qui disent les jeunes ne lisent plus, et ça m'énerve terriblement parce qu'en fait, on veut les convaincre qu'ils doivent plus lire. Ah, Les jeunes lisent et ils lisent, mais sauf qu'ils ont peut-être envie de lire ce qu'ils veulent, oui, pas ce qu'on leur impose, et sur n'importe quel support aussi. oui. C'est important. Mm. On parle beaucoup des jeunes qui lisent tout, qui sont toujours sur leur téléphone, mais il y a des jeunes qui lisent sur leur téléphone. Donc je pense que la lecture doit être, enfin, doit redevenir romantique. Voilà, il faut arrêter de dire que les jeunes ne lisent pas, c'est pas vrai. Oui, Voilà. oui. Là, on touche à ton optimisme général. Alors, Ouais, je sais. Allez, je glisse un peu d'optimisme. oui. Alors donc, alors on va faire un tout petit peu de technique. Est-ce que tu rédiges un plan à l'avance parce que c'est quand même bon, très très bien construit tes romans. Enfin voilà. Alors est-ce que tu as un plan ou est-ce que ton inspiration tu la laisses courir comme ça et tu improvises? Alors, pensais pouvoir travailler sans un plan, en freestyle. Mais en fait, non, c'est pas possible. Alors, je fais un plan avec l'idée que le plan est génial parce qu'on peut sortir du plan en cours d'écriture. Moi, mon plan, alors je sais pas si tu veux que Oui, ce soit technique. Attends, je sors, je suis très scolaire, moi. Donc, en fait, je prends, je sais pas si tu vois ici, tu vois, c'est des oui, oui, génial. bureaux, voilà. Oui, oui. Ben, je mets des petites fiches. Tac, je me dis, tiens, ça c'est le chapitre 2, on va parler de ça, là, et puis je peux les moduler, je peux les changer. Donc du coup, bon, je montre pas trop parce que c'est le roman en cours. Et ça me permet en fait d'avoir aussi une visibilité, comme je travaille beaucoup avec les couleurs, si je vois beaucoup de rouge, ce sont les climax, sont les moments intenses. Le bleu, c'est quand il y a des crapules qui sont de passage. Le jaune, c'est plutôt le récit classique. Et puis après, le blanc, c'est certains passages. Bon, voilà. Et donc du coup, j'arrive à voir, je me dis, tiens, il y a trop de rouge ici, c'est pas bien. Voilà, ça c'est intéressant aussi parce que quand le lecteur va lire, il faut qu'il soit, même si on écrit à notre façon, il y a toujours un canevas. On peut pas être hyper original, c'est pas bien. Voilà, quand on parle à l'endroit, on parle pas à l'envers, sauf qu'on a une façon de parler. Donc il faut suivre le plan et puis de temps en temps sortir du plan. Voilà. Après, je travaille Génial. aussi. J'ai fait mes devoirs. Hein. C'est J'ai une bien. boîte comme ça de chantier, enfin Oui, ah oui, d'électricité. comme une petite boîte à outils. Ouais, une boîte à Oui. outils et dessus c'est marqué vraiment humour, espoir, issue, les non-dits, la douleur, le savoir, les objets, les emmerdes, les lieux, etc. Mais c'est pour un Et je roman, pioche ça. Celui-là, c'est pour un roman ou c'est en général des idées? j'ai en général des Ah, idées, je ça. balance des idées et puis après je pioche. Parce que ça, je pioche uniquement quand je suis coincée Ah oui, dans un d'accord. passage. Par exemple, là, si je pioche, je sais pas,
trois trucs, grésillement, nuage de fumée et dissimulé. Voilà, et donc tout de suite ça va me créer quelque chose, un C'est univers, extraordinaire. nuage de fumée, grésillement, etc. Donc est-ce que je vais m'en servir? Ça peut me faire penser à ce qui va suivre, pas à ce que je suis en train d'écrire, donc je les mets de côté, etc. Donc moi je trouve ça intéressant parce qu'on est des fois trop guidé par nos habitudes, et ces petits mots me sortent de mes habitudes en me disant tiens, plutôt que de parler de la peur d'un personnage par sa transpiration, voilà, ou sa vue qui devient floue, là j'ai pioché le mot grésillement. Donc peut-être que je peux parler d'un grésillement extérieur qui l'effraie, ou alors du grésillement de sa tête comme une télé, quand on éteint la télé. Enfin voilà, je peux imaginer plein de choses comme ça. Extraordinaire. Voilà. Après, il faut que je me calme dans les dans l'imagination. Voilà. Mais voilà, j'ai un plan et puis je le suis pas forcément. J'avais prévenu que tu étais très généreuse, donc tu vois, là, tu es en train de donner des trucs extraordinaires, mais tu devrais vraiment écrire même un tout petit, une notice de trucs pour écrivain, tu vois, c'est vraiment extraordinaire, hein, ça. Ah, oui. Lily, ouais, ce serait pas mal, ça. Oui, non, j'aimerais bien. Il faut vraiment que tu fasses ça parce que d'abord, si c'est pas toi qui le fais, qui peut le faire? Parce que vraiment, t'es la première fois. Ça fait 3 ans que j'interviewe des auteurs. C'est la première fois. En général, ils découvrent, si tu veux, des méthodes. Ils appliquent d'autres méthodes pour leur succès. Enfin, je veux dire, ils ont raison de le faire. Mais c'est la première fois. Toi, tu as inventé une méthode, donc c'est extraordinaire. Alors, je pense que j'ai pioché dans plein de choses qui sortent de la méthode d'auteur. C'est-à-dire piocher dans des petits mots, c'est ce que nous font les profs quand on est en maternelle, quoi. Voilà. Oui, et moi, je trouve ça génial. Après, je sais aussi, j'ai une autre astuce, tiens, c'est la poésie. Voilà. Tous les matins, je lis de la poésie. C'est obligatoire, c'est comme ça, j'en ai besoin. Et quand je suis coincée sur un passage, je vais ouvrir un bouquin de poésie au hasard et je vais tomber sur des mots qui vont m'inspirer, un peu comme le principe de piocher dans ces mots, sauf que là ces mots sont même un peu plus beaux que les miens. Donc du coup, par exemple, si j'ouvre et que je vois mère, asile, l'asile des cœurs, c'est la maman qui est l'asile des cœurs, je trouve ça très beau. Donc là je me dis, j'étais en train de parler d'un personnage qui se sent seul, il peut penser à sa maman du coup. Ou alors si je suis sur un passage très drôle, l'asile des cœurs, c'est la maman. Je peux imaginer que le gars, il en a marre de sa mère, de sa belle-mère, et il voudrait prendre son asile, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est pourquoi la poésie, c'est parce qu'en fait, les mots sont vite trouvés. Dans un roman, on va faire 3-4 pages pour trouver des mots qui percutent, alors que la poésie, on ouvre et tout de suite on tombe sur un truc, voilà. Et ça permet aussi de sortir de ces sentiers enfin de ces connaissances qu'on a d'auteur. Voilà, et puis la poésie, c'est mon péché mignon, c'est comme la verveine, j'adore la poésie. C'est kitsch à souhait, mais alors je revendique ça, j'aime la poésie avec ma verveine et mon chat sur les genoux. Voilà. Alors donc, est-ce que tu écris, tu te forces à écrire tous les jours, tu y arrives à écrire tous les jours? Alors, comment ça se passe? Je ne me force pas, je suis très feignante, donc c'est-à-dire que je fais que ce que j'aime. J'écris tous les jours, oui, et je me lève le matin très tôt, juste parce que je suis matinale. Pour quelqu'un de feignant, c'est pas mal. Je suis feignante parce que c'est-à-dire que je ne peux pas faire des choses que je n'aime pas. Donc je fais d'abord les choses que j'aime. Et donc je me lève à 5h et j'écris de 5 à 7. Ensuite je m'occupe des enfants. Et ensuite quand ils reviennent quand je les dépose à l'école, je continue d'écrire. Donc à 11h, j'ai une bonne demi-journée de travail. Ah oui, d'accord. Voilà. Je suis incapable d'écrire le soir. Le soir, je suis en mode Netflix. Saison 1, épisode 1, endormie sur le canapé. Là, je m'inspire d'images. J'adore la télévision, le cinéma. Donc, du coup, c'est aussi une forme de travail, finalement. Ça te nourrit. C'est nul ce que j'écris le soir. Non, j'aime pas. Oui, voilà. Bon, non, il faut mieux. Musique, tout le temps musique. Jamais sans musique sur les oreilles.
Parce que pour moi, le silence est encore plus bavard que la musique. Une mouche qui passe ou le facteur qui arrive ou le chien qui aboie dans la rue, c'est terrible pour moi. Ça va me sortir de mon histoire. En revanche, la musique, c'est fabuleux. Oui, Alors j'ai ma playlist et tout. J'ai sur ma chaîne YouTube une playlist, hein, il faut aller voir et c'est oui, oui, marqué je à vais aller. écouter en Oui. écrivant, etc. Donc j'ai mis pour tout le monde si ça vous dit. Et moi, j'aime beaucoup les musiques épiques. Ça nous transporte un peu, voilà. Et j'ai une petite astuce aussi, c'est quand je suis coincée sur un passage, par exemple quelque chose de très ténébreux, eh ben, je vais pas mettre une musique ténébreuse, je vais mettre une musique rigolote. Parce que ça va me gêner cette musique, ça va me sortir et du coup je vais découvrir des choses différentes et après j'arrête cette musique un peu nunuche et je me remets à l'écriture. C'est vraiment, je pense, de sortir de ses habitudes par moment, par la musique, c'est très intéressant. Oui, en fait, Et ce que tu es ça, en train, oui, pardon. En fait, ce que tu es non, en non, train de nous dire, en fait, ce que tu utilises vraiment, c'est toujours des méthodes qui cassent tes habitudes, qui cassent tes chemins tout empruntés que tu aurais pu avoir et qui te permettent finalement de rebondir sur des choses différentes qui te surprennent toi-même. oui, c'est ça. Je pense que si on veut surprendre le lecteur, il faut être surpris soi-même. Il faut qu'on sente que l'auteur, il a kiffé d'écrire cette phrase et qu'il s'est pas dit, ouh là, c'est le climax, je vais mettre ça parce qu'il faut mettre ça. Non, peut-être que c'est raté, on ne sait pas. De toute façon, le roman, c'est ça, c'est la surprise. Mais je pense que c'est ça, moi. Moi, je peux pas écrire si je suis pas heureuse de le faire, et puis si j'ai pas aussi travaillé dur pour le faire. C'est-à-dire que si j'ai pas fait un effort. Comme je m'ennuie vite, il faut absolument que je fasse un effort. Et que c'est pour ça que j'ai fait un feel good déjanté, j'ai fait un feel good, je veux dire plutôt classique. Et là, je vais faire un roman noir parce que j'ai besoin d'aller De te dans surprendre, des, oui, de te ouais, dans surprendre des toi-même. univers que je connais pas Oui, forcément. oui, 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 oui. Moi, je fais ça aussi. J'aime bien changer de genre parce Ah que oui, ah oui, sinon, je j'ai lu. m'ennuie si j'écris toujours dans le même genre. Oui, oui, Exactement, oui, voilà. Et c'est vrai que souvent on entend les gens qui disent ouais mais reste dans ton genre, fais pas du feel good puis après du noir. Non non, en fait moi je suis pas connue, j'ai pas donné oui, l'habitude à mes lecteurs de lire du noir ou du polar ou du feel good. J'ai juste envie d'écrire. oui, Et lorsque je sentirai ma tendance, peut-être que j'irai vers cette tendance. Et il faut aussi penser que les tendances changent et on a le oui. droit de changer de Bien style. sûr, on Le évolue. matin, on se lève, on a envie de s'habiller en survêt et le lendemain, on est habillé en tailleur. C'est ça la vie. Et ben, la vie d'auteur, c'est pareil. Mm. L'écriture des auteurs, c'est pareil. Donc Oui, moi, je j'écoute pas les gens, je m'en fous. Et je fais ce qui me plaît et ce qui me fait triper. oui. Et voilà. C'est bravo, génial. Alors, alors des projets parce que on approche de la fin là, parce que Oui, on pourrait on peut t'écouter pas. pendant des heures. En plus, on a envie de tout Il prendre. faut m'arrêter, Tu il es faut comme une m'arrêter. abeille qui fait du miel. On a envie de prendre tout ce miel. Alors, quels sont tes Bon, j'imagine que oui, tu nous as montré déjà tu es en train d'écrire un roman donc en ce moment. Oui, Alors, oui, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? oui. Alors attends, je vais choper le pitch si je. Non, je l'ai. Non, je l'ai pas. C'est pas grave. Je vais improviser. Alors, en fait, oui. Alors, c'est un roman noir. Donc là, il va y avoir un grand écart à la Jean-Claude Van Damme entre mon feel good et mon roman noir. C'est un roman noir qui va se passer à Paris en 1900. En 1900, j'avais envie de parler de quelque chose qui m'avait choqué lors de recherches. J'avais envie de parler des prisons pour enfants dans notre pays au début du XXe siècle. C'était vraiment pour moi quelque chose d'important. Et donc du coup, j'ai voulu parler de cette période-là. Donc on est à Paris en 1900. La capitale, la ville, a décidé de se débarrasser de la vermine qui grouille dans les bas-fonds de Paris. La vermine, ce sont les vagabonds, les orphelins, les gens pauvres. Et donc, lors d'une rafle policière, le jeune Elliot, qui est un fils de cocher et également un musicien virtuose, va être jeté en prison à la Petite Roquette. La Petite Roquette, c'est la première prison pour enfants en France. Hein. Et derrière les murs de cette prison, il y a Gabrielle, une jeune fille des bas-fonds parisien qui a qu'une seule idée, c'est de faire libérer son ami. Comme elle est sans sous, sans puissance, elle n'a aucun pouvoir, elle va devoir se lier, faire équipe, on va dire, avec Alexander Clayton, qui est un entomologiste un peu bizarre, un peu solitaire. Avec cet entomologiste passionné par les insectes,
ben, ce passionné va se rendre compte qu'il y a une nouvelle espèce qui existe, c'est l'espèce des enfants éphémères. Ces enfants qui sont bouffés par la justice française. L'idée, c'est si vous viviez dans une époque où la pauvreté est un crime, est-ce que vous pourriez survivre? Voilà, j'avais envie de traiter de ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est assez d'actualité parce que moi, je trouve qu'en ce moment, la pauvreté, c'est un peu considéré comme un crime. De ne pas être en haut de la société. Et moi, ce qui m'a choquée, c'est que moi, je suis née dans les années 70. Si j'étais née 20 ans avant, pauvre, ben, j'aurais fini dans une colonie pénitentiaire, dans une prison pour enfants, parce que j'aurais sans doute volé un morceau de pain ou fait une bêtise. Et je trouve que ce qui m'a choquée, c'est que j'en ai jamais entendu parler plus que ça. Dans les livres d'histoire, on nous dit pas à nos enfants qu'il y avait des enfants qu'on emprisonnait jusqu'en 1940. C'est terrible. Voilà. Alors, ce n'est pas un roman historique. Hein. J'ai fait beaucoup de recherches parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie que ce soit crédible, mais je me suis servie de faits réels. Donc vraiment, je me suis documentée dans les archives pénitentiaires, dans tout ce qui est justice, même au niveau de l'entomologie, parce qu'il y a une relation entre l'insecte et la fragilité de l'enfant. Mais ce n'est pas un roman historique, c'est un roman, je dirais, noir, qui nous parle de la justice et de l'injustice, de la pauvreté, de la condition féminine et de la condition de l'enfant, et également de cette douceur chez l'entomologiste, il y a une certaine douceur chez cet homme et cette ignorance de sa ville, pardon. Il sait pas en fait ce qu'est Paris. Il est tellement absorbé par ses études sur les insectes qu'il oublie qu'il y a plein d'autres insectes humains qui sont dans cette ville. Et voilà, je voulais travailler sur cette idée-là, voilà, de la fragilité de l'enfance. Alors pourquoi est-ce qu'il a un nom anglais, ce Parisien? Alors, parce que déjà... Il faut peut-être pas le dire. Non, alors, dans le roman, on découvre pourquoi il a un nom anglais. Moi, je kiffe les noms anglais. Alors, Elliot s'appelle Elliot Brunetier. Oui. C'est très français. Oui, et Elliot, alors. Gabriel également, mais Alexander Clayton, j'adore donner du charme à mes personnages par leur nom, parce que je ne les décris pas forcément énormément. Alors là, j'ai fait un peu plus d'efforts dans ce roman, mais par exemple pour Lily, on ne sait pas si elle est rousse, elle est blonde ou elle est brune. C'est vrai. On sait qu'elle fait une taille 44 avant sa quête du bonheur, et après elle maigrit un peu en grossit, mais bon, j'aime bien donner des noms à mes personnages qui tout de suite donnent un ton. On se dit tiens, il est anglais celui-là. Lily, c'était aussi un choix. Oui. Lily, c'est de Lily. Il y a une double personnalité, une double consonne, enfin c'est double syllabe. Lily. Oui. C'est le côté un peu schizophrénique chez Lily. Donc voilà. Et puis j'aime bien les noms anglais. Et puis en plus c'est le kiff parce qu'on a le droit d'inventer des noms. Donc je m'amuse à mélanger des noms de gens que je connais, de villages, etc. Et ça crée des personnages. Voilà. Génial. Bon, alors, est-ce que tu as une devise? Ah oui, c'est le cœur à l'ouvrage. Voilà, moi, tous les jours, c'est ça. Parce que je trouve on se plaint beaucoup du travail. C'est vrai, quand on fait un travail qu'on n'aime pas, c'est dur et on est tous passés par là. Mais réapprendre le goût du travail, le goût du travail bien fait, le cœur à l'ouvrage, c'est ça, c'est se dire que on fait un effort. Faire l'effort, c'est bosser quand on est fatigué, c'est bosser quand on n'est pas d'accord, c'est bosser quand on a peu de temps. Et si on redonnait au travail le goût, simplement de l'effort, le goût du plaisir de faire quelque chose. Je veux dire, le boulanger, il est content de faire le pain qu'on mange. Et je pense que ça se sent. Quand on le mange, on sent, on se dit, ce gars, il a fait son pain avec amour. Donc j'aime ça, moi. Le cœur à l'ouvrage, c'est ça. C'est se dire, pétard, je vais travailler aujourd'hui. Voilà. C'est génial, voilà. Merveilleux, c'est merveilleux. Alors, on va terminer sur un petit conseil que tu vas peut-être donner à des jeunes auteurs d'écriture ou un secret. Bon, tu nous en as donné tellement déjà que je crois qu'on pourrait sauter cette question, mais si jamais il y en a un qui te vient à l'idée. Alors, le conseil, c'est peut-être déjà d'être heureux de faire ce qu'on fait. Ça, c'est important. Dès qu'on est heureux, on y arrive un peu plus. Ensuite, c'est de demander des conseils aux autres. Moi, j'ai demandé... alors, je sais que c'est très court, alors je vais aller très vite. Prenez des notes.
Paul Collis, qui est un super auteur sur un salon, m'a dit écris. C'est-à-dire, t'as écrit, t'envoies aux maisons d'édition où tu t'édites, mais n'attends pas une réponse, écris. Donc ça, c'est vraiment important. Sir Cédric m'a dit fais-toi corriger, fais attention à ta mise en page. Mathieu Biasotto m'a dit renseigne-toi, fais-toi aider à droite à gauche. Christophe Guillemot a dit crée-toi un réseau. C'est pas parce que tu as écrit un roman que ça suffit. Il faut créer un réseau. Céline Dangean m'a dit éclate-toi, écris. Voilà, fabuleuse Céline Dangean. C'est ça qu'il faut. Il faut aller voir les auteurs. Ce sont des gens du métier et dire voilà, moi j'écris. Quels conseils vous pourriez me donner? Il y en a, ils s'en foutent, ils vous donnent pas de conseils, allez, passez au suivant. Et puis, la plupart du temps, 90% des auteurs sur les salons nous disent ce qu'ils nous conseillent. Voilà. Et après, vous vous dites, ouais, bah, ok, super, ton conseil, c'est génial, ou alors ça m'intéresse pas. Mais il faut demander de l'aide. Oui, Faire les choses par soi-même. Et à partir du moment où tu ne sais pas, tu n'y arrives plus, tu demandes de l'aide. Les gens ne veulent pas demander de l'aide. C'est fabuleux de demander de l'aide. Moi, j'adore. Et après, il faut le rendre aussi aux autres. C'est-à-dire, quand on a appris quelque chose, il faut le donner aux autres. C'est hyper important. C'est comme ça que j'ai été élevée. Ma maman nous a élevés comme ça. Elle nous a toujours dit débrouille-toi toute seule et après tu verras tes compétences et tes limites. Et je pense que c'est ça. Voilà. Oui, c'est un des grands secrets, c'est soyez heureux et puis tout ira bien. Vous prenez pas la tête et puis regardez les super vidéos d'Alice Kin. Merci. C'est vachement bien ce que tu fais, mais c'est vrai. Donner la parole aux auteurs indépendants, c'est génial parce que peut-être qu'on est c'est peut-être prétentieux ce que je vais dire, mais on est peut-être moins bridé par nos éditeurs puisqu'on n'en a pas. Donc on peut dire ce qu'on veut. C'est-à-dire si moi, peut-être que ce que je dis maintenant, je le penserai pas, je vais pas le penser dans 5 ans, j'en sais rien, mais peu importe, je le dis au moment où je le dis, je le ressens. Et donner la parole aux auteurs indépendants, c'est très bien parce que justement on rêve tous d'indépendance et nous, on l'a dans notre travail. Oui. Notre plume est libre, est vraiment chouette. Et je pense que tout le monde devrait être libre dans son travail. Donc, soyez, alors, auteur, indépendant ou pas, soyez heureux et soyez libre dans votre écriture. Oui, voilà. Libre et bosseur. Oui, Faut bosser. Oui, faut bosser. Ouais, c'est le grand secret. Écoute, je te remercie beaucoup. C'était formidable. Moi, j'ai envie de continuer des heures, mais on est obligé d'arrêter. Je crois qu'on a largement dépassé. Donc, je vais, pour commencer, te dire au revoir. Au revoir.